Révolution, avec la révolution palestinienne pour combattre les Israéliens. Et ce qu'on a vu, c'est la transformation d'une révolution à l'époque en une guerre civile à l'intérieur du Liban. Donc c'est comme si l'histoire se répète à cause d'interventions de forces étrangères. Alors, est-ce qu'à l'époque, je dirais, il y avait les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelque chose de plus substantiel aujourd'hui qui se passe et qui explique pourquoi ce phénomène-là qui est parti de Tunisie s'est propagé comme un feu de poudre dans l'ensemble des pays arabes, qui est étonnant. Je dirais c'est un moment de l'histoire. C'est-à-dire avec les mêmes copains que je revois aujourd'hui, on se dit, on a rêvé de révolution dans les années 70, elle est arrivée, mais qu'est-ce qu'elle est complexe, qu'est-ce qu'elle est difficile. J'imagine que les gens qui ont vécu pendant la Révolution française ou les années d'après, quand ils ont vu Danton et Robespierre se faire couper la tête l'un après l'autre, disaient la même chose. Mais là, pas de regret. On est au moment où l'histoire se fait, et l'histoire va continuer à se faire pendant assez longtemps. Je vais vous raconter une petite histoire d'abord sur le contexte général, tel que moi je le vois, enfin, si pour éveiller votre intérêt, avant d'aller sur la Syrie. D'abord, on parle de printemps arabe, on parle de révolution, mais pourquoi on fait des révolutions? Une des phrases qui m'attire plus souvent l'attention, c'est les jeunes en Syrie ou en Égypte qui disent « Nous ne voulons pas faire de politique, mais nous voulons combattre le régime ». Je dirais, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas abattre un régime sans faire de la politique. Donc il y a quelque chose de jeune et assez frais, je dirais, non politisé dans ce qui est en train de se passer. Et en fait, ce phénomène, il est profondément un phénomène économique et social. Unique dans l'histoire des pays de la région. En Europe, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle un baby boom, c'est-à-dire une explosion des taux de croissance de la population assez énorme. 3, 3,5%, etc. Comme la même chose, ce qu'ont connu les pays arabes, genre Égypte, Syrie, etc., il y a 20 ans. La vague de ce baby boom, les taux de croissance ont baissé, mais la vague des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui arrive aujourd'hui. En Europe, c'est arrivé dans les années 60, ça a donné le printemps de Prague, mai 68, etc. Mais après les 30 glorieuses. Donc pour une jeunesse assez sympa, baba cool, etc. Dans les pays arabes, c'est arrivé dans un moment de crise économique très grave dans ces pays. Ce qui fait la violence des événements, la violence passée et la violence à venir encore. D'autant plus que cette vague, que j'appelle le tsunami, est devenue un tsunami à cause d'un autre phénomène, que dans les 20 dernières années, les politiques agricoles dans les pays arabes ont été telles qu'on a fait de la productivité dans le domaine agricole. C'est-à-dire qu'on a chassé les paysans du Maroc jusqu'à la Syrie, on a chassé les paysans de la terre. On a dit on a besoin de moins de paysans pour cultiver la terre. Donc ça a fait que une grande partie de la population, je dirais, dans tous ces pays-là, avant les indépendances, c'était 20% dans les villes, 80% dans les campagnes. Au moment de l'indépendance, 50-50, là, il n'y a plus que 20% dans les villes. Et ça, c'est un phénomène comme ce qui s'est passé en Europe aussi au XIXe siècle. Et aujourd'hui, vous avez les banlieues des grandes villes et des petites villes qui étaient de 5000 habitants devenues 300 000 habitants, où personne n'a fait du développement, qui se révoltent. Et qui se révoltent contre les grandes villes. Donc on a des chocs, je dirais, de tsunami, plus un troisième choc qui est l'arrivée de migrants. Il y a un grand nombre de migrations qui arrivent dans certains pays. La Syrie a supporté pendant la guerre d'Irak 1,5 million d'émigrés irakiens. 1,5 million pour 20 millions d'habitants, c'est pas mal. C'est comme si en France, on en reçoit 5 millions. La France se met en émoi quand elle reçoit 1000 Tunisiens. Là c'est un choc vraiment. La société l'a supporté sans être extérieure. On ne parle pas souvent de l'Égypte. L'Égypte a reçu à peu près 5 millions de Soudanais et de Somaliens pendant la guerre. Bon, elle peut les absorber, mais elle a subi un choc. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène de base, à mon avis, qui fait que les jeunes là, qui ont 20 ans, je
je dirais, veulent révolutionner tout, sans parler de politique, ils veulent renverser tout ce que vous voulez. Alors la deuxième exception, c'est ce que j'appelle le pouvoir au-dessus de l'État. L'ensemble de ces pays ont été exceptionnellement stables depuis 30 ans. 40 ans même. Kadhafi, il a gouverné 40 ans. Il voulait mettre ses fils. Hafez al-Assad, il a gouverné pendant 30 ans, il a mis son fils. Moubarak voulait mettre son fils, le Tunisien voulait mettre son gendre, ça n'a pas de sens. Or, ça, c'est pas seulement une dérive, c'est un système politique. Moi, j'appelle ça, tous les systèmes politiques arabes, y compris les républiques, ont trahi le rêve de l'indépendance et ont reconstruit un système sur le modèle saoudien depuis 1973. Un pouvoir familial, détenant la rente, les sociétés de téléphonie mobile, le pétrole, le machin, etc., achetant la clientèle et pouvant se perpétuer indéfiniment grâce au contrôle des services de sécurité et de l'armée. Donc c'est un phénomène extrêmement pervers, même je dirais en Amérique latine, on n'a pas vu de système aussi pervers. C'est ce qu'on appelle en termes économiques crony capitalisme, le capitalisme des copains. On note aussi des baisses d'investissement, etc. Et on note, je dirais, un faible intérêt, notamment de l'Europe, l'autre côté de la Méditerranée, pour le développement de ces pays-là. Je donne juste un exemple. Un partenariat euro-méditerranéen qui a duré depuis Barcelone, donc depuis 1995, donc même un peu avant. Sur le problème des jeunes et de l'emploi, il n'y a eu qu'un seul programme de 5 millions d'euros pour le marché de l'emploi au Maroc. Aucun autre. Alors on parle de réforme de l'État, de je ne sais pas quoi, etc. Mais le problème, c'est tous ces jeunes non employés. Et là, personne n'a rien fait pour eux. Bon, ça c'est pour montrer, dans le cas de la Syrie, je dirais, on peut voir en fonction de la répartition de la population, je dirais, ça c'est la population entre 15 et 29 ans, on le voit, on peut le démontrer physiquement sur une courbe, d'accord, et la courbe de répartition d'âge aussi. Et ça c'est également, s'il y a besoin de preuves, je dirais, comment évolue, je dirais, le pourcentage de population urbaine dans les différents pays, de l'Algérie jusqu'au Maroc. Bon, certains pays démarrent un peu plus en retard que d'autres, mais je dirais le phénomène est aussi accéléré et il est essentiellement dans ces dernières années ici. Voilà. Alors, ce phénomène, on parle beaucoup de l'islam politique, etc., est lié à l'islamisation de la société. C'est-à-dire l'islam des Bédouins, l'islam de la campagne, et, comme on dit en français, cool. Les Bédouins, ils vont à la mosquée le vendredi, rarement. En Syrie, comme en Mauritanie. Les gens très urbains, urbanisés depuis très longtemps, ont aussi un islam cool. Qui a un islam très dur et un peu superficiel, ce sont surtout les gens récemment urbanisés. C'est-à-dire dans les banlieues des grandes villes et dans les villes qui se sont développées d'une manière importante. Alors, d'autant plus que leur islamisation est laide, comme ils ne reçoivent pas du développement de leur propre pays, l'islamisation se fait par des écoles de l'Arabie Saoudite, du wahhabisme, du machin, etc. Donc, limite, quand vous vous adressez à quelqu'un d'entre eux, quand vous êtes un enfant des villes comme moi, vous ne comprenez pas ce qu'ils racontent. Ils parlent d'un autre islam, pas celui que ma grand-mère ou mon grand-père, etc., ont enseigné. Pour donner une illustration dans le cas de la Syrie, ça, c'est le nord de la Syrie, la frontière turque, le Sanjak d'Alexandrette, Alep, la deuxième ville de l'Empire ottoman, etc. Vous avez les villages Anadan, Tel Rafat, Maria, Qatma, etc., qui étaient, il y a 20 ans, 2000 habitants, qui aujourd'hui sont de 300 à 400 000 habitants. Ben, l'armée libre, là, qui contrôle l'est d'Alep, ils viennent tous de là. Alors, les citadins anciens d'Alep, eux, ils ont fui à l'attaquer. Hein, et je dis, qu'est-ce que c'est cette révolution? Des gens en babouche. Il y a un problème, je dirais, social profond dans cette histoire. En Syrie, j'ai eu une bagarre avec le vice-premier ministre des Affaires économiques, 8 mois
avant la Révolution, et même un mois avant. Je suis allé en février 2011 mon oncle était décédé, il est venu me faire condoléances, et je lui ai dit, ça va vous exploser dans la figure. Pour donner juste un chiffre, expliqué d'une manière économique. Chaque année, arrivaient sur le marché de l'emploi 300 000 jeunes. D'après les statistiques officielles, l'État syrien, avec tout le développement, 5% de PIB chaque année, etc., ne créait que 65 000 emplois, de 300 000 besoins. Uniquement 8 000 étaient des emplois formels, c'est-à-dire avec des contrats de travail avec la sécurité sociale, etc. Et j'ai dit au vice-premier ministre que c'est une situation explosive, même dans un pays démocratique. Aucun pays ne peut supporter une pression comme ça. Donc, sur la question, est-ce que c'était évitable les révolutions ou inévitable les révolutions, à mon avis, c'était inévitable. Ça allait exploser. Voilà. D'autant plus qu'il y a, du fait de la mondialisation, une désindustrialisation dans ces pays et un effondrement de la notion de travail salarié. Je reviendrai dessus. Bon, ça c'est juste une figure pour montrer que la migration rurale urbaine a amené, en 2003-2004, alors qu'il y a eu une sécheresse en 2006-2007, a amené la moitié de la population de certaines régions à émigrer d'un seul coup. Quand on a libéralisé l'agriculture, enfin le travail dans l'agriculture, et c'était la première mesure que Bachar al-Assad a pris économiquement en l'année 2000. Bon, ça c'est un peu trop complexe, mais pour dire que la plupart des gens sont des salariés, mais la plupart du salaire, c'est du salaire informel. Plus pour les hommes que pour les femmes. Les femmes qui travaillent ont plus de chances d'avoir du travail formel. La plupart des employés dans toutes les administrations en Syrie ou en Égypte sont des femmes. Et s'il n'y avait pas de travail public pour les femmes, il n'y aurait pas de travail pour les femmes. Ça, c'est pour montrer, en général et dans le cas de l'Égypte, comment la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement dans le pays par rapport au PIB, a baissé. C'est vrai qu'il y a eu de la libéralisation, c'est vrai qu'il y a eu un développement économique, mais l'investissement dans le pays réellement a baissé en termes relatifs. Donc, c'était inévitable. Des révolutions, mais des soulèvements. Vous pouvez avoir, comme en 70 en Égypte, une révolution du pain. Ils sont allés brûler la moitié du centre-ville à cause de ça. Une révolution, pourquoi on appelle, moi je fais des cours en France, et je dis pourquoi on appelle la Révolution française révolution, alors qu'ils se sont entretués entre eux, les patrons Robespierre, Murat et compagnie. On a amené la dictature de Bonaparte, on a fait la guerre, machin, on a amené la Restauration, 1815, 1830, une autre révolution en Europe, puis 1870. Qu'est-ce qui fait que ces révolutions? Et puis, de toute façon, les principes de la Révolution n'ont été appliqués que 100 ans ou 150 ans après. On appelle la Révolution française que révolution que parce qu'il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pas à cause d'un texte, un papier de page, que tout le monde a oublié 6 mois après, quand on l'a fait. Et qu'on a ranimé après, quand on a amené la République. Et c'est maintenant qu'il est devenu un symbole. Et c'est dans les années 40 que les Nations Unies l'ont repris, pas la Société des Nations, l'ont repris comme un texte fondateur. Donc, c'est en fonction d'idéal. Donc, quand on appelle une révolution, ça énerve beaucoup ceux qui disent les révolutionnaires syriens, je leur dis, vous n'êtes qu'un soulèvement si vous ne défendez pas des nouvelles valeurs humaines. Ils s'énervent. Ah, on est la révolution, on va avancer le régime. Une révolution, ça ne renverse pas seulement un régime. Une révolution, ça établit des valeurs. Et si ça n'établit pas des valeurs, c'est, comme on dit en arabe, une toche. Mais une toche, il y a tochou. La preuve qu'il y a quelque chose de révolution, c'est que partout, de la Tunisie à l'Égypte, etc., on refait partout le contrat social. C'est-à-dire, on refait des constitutions. Par essence, hein, on peut renverser le régime sans changer de constitution. Mais des problèmes fondamentaux en fonction de la mentalité moderne se posent. Jusqu'à maintenant, l'ensemble des constitutions des pays arabes n'acceptent pas l'égalité totale dans la citoyenneté. N'acceptent pas. Alors, vous pouvez me dire, en France, il y a
des failles dans l'égalité, dans la citoyenneté, et même dans la laïcité, l'Alsace-Lorraine sont sous le concordat, pour les chrétiens, pas pour les musulmans. Donc, une des phrases assassines du chef du Conseil national syrien, c'est une déclaration qu'il a faite au Washington Post, qui dit, on lui pose la question, est-ce qu'on peut appliquer la charia en Syrie? Et il répond, si le Parlement vote ça, ça pourrait être appliqué. Est-ce que appliquer la charia, c'est quelque chose que la majorité peut décider si la minorité ne le veut pas? Ou est-ce que le contrat social, c'est l'acceptation de tout le monde de l'égalité dans la citoyenneté? C'est une question fondamentale. Et à mon avis, un des enjeux des révolutions arabes, puisqu'on remet tout à plat, c'est ça. On n'y peut rien. Et ça coûtera très cher. Ça coûtera très cher. Oups. Donc, se posent des questions des minorités religieuses et nationales. En vue de France, ils appellent ça la question de l'Orient, parce que c'est un amuse. Sachant qu'on est l'Occident de la Chine, je le rappelle. Ça pose des questions de liberté publique, démocratie et argent politique. Est-ce que les États-Unis sont une vraie démocratie du moment que les élections sont financées, je dirais, comme jamais avant? Et est-ce qu'on peut faire fonctionner une démocratie dans un pays arabe sans un contrôle strict de l'argent politique? Sachant que vous avez, je dirais, en Arabie Saoudite et au Qatar, de l'argent politique à profusion, c'est-à-dire acheter, je ne sais pas, la présidence dans un petit pays arabe, ça leur coûtera pas cher. Est-ce que, je dirais, ce mouvement qui se passe dans la jeunesse arabe est lié à ce qui se passe en Europe, qui est aussi dans le même esprit, mais je dirais qui se passe à cause de la crise, les mouvements des indignés, etc., qui a aussi pas de perspective politique, qui a du mal à exprimer des perspectives politiques. Et puis, il y a l'histoire du mythe de l'islam politique, qui est mieux organisé, qui aujourd'hui, on peut lui admettre qu'il puisse gouverner des pays arabes s'il gagne des élections. Oui, mais il se pose un problème essentiel. Si un mouvement islamique qui dit l'islam est la solution, donc sujet à multiples interprétations, arrive au pouvoir, est-ce qu'il continue à accepter l'égalité dans la citoyenneté ou il veut imposer l'islam comme règle? Il y a une démocratie chrétienne en Espagne, en Allemagne, etc., mais qui ne change pas les règles de l'État. C'est-à-dire qui garde les règles de l'État. Une des tentations de l'islam politique dans les pays arabes, c'est que s'ils arrivent militairement ou démocratiquement au pouvoir, ils veulent changer les règles de l'État. Morsi a été élu démocratiquement, mais il a voulu changer les règles de l'État en Égypte, et c'était une question très sensible. La réaction, je dirais, des démocrates égyptiens contre les frères musulmans est à la limite incompréhensible. C'est-à-dire, il a titillé quelque chose que même l'Égypte, beaucoup plus islamisée que la Syrie, parce qu'ils disent « Inch'Allah » au lieu de dire « d'accord », etc. Donc, même dans le langage quotidien, même cela, on a choqué leur conscience collective à travers l'action des frères musulmans. Autre chose qu'un modèle de développement. Du moment qu'on a enlevé ce pouvoir au-dessus de l'État qui contrôlait toutes les rentes, comment on va faire un modèle de développement alors que l'ambiance générale, Banque mondiale, FMI, etc., c'est à la libéralisation, à l'ouverture totale, etc. Je rappelle, en Tunisie comme en Égypte, il n'y a eu quasiment aucune réforme économique réelle après la Révolution. Donc on est en train de reproduire l'état de l'ancien système. Est-ce que c'est soutenable? D'autant plus qu'il y a un cercle vicieux et une urgence sociale. Il n'y aura pas de stabilité politique sans un développement économique, et il n'y a pas de développement économique sans stabilité politique. Ça se mord la queue. Et il n'y a pas, du côté de l'Europe et des États-Unis, comme on a fait en Europe après la guerre, un plan Marshall, je dirais, l'accord de Deauville est ridicule, je dirais, pour les pays, pour les besoins Et puis, comment on gère cette transition de manière plus ou moins douce?
La constitution tunisienne dont je parlais tout à l'heure ne se passerait pas si on n'aurait pas pu se passer comme ça, on n'aurait pas obtenu ce résultat si les frères musulmans n'ont pas été chassés du pouvoir en Égypte. Donc les pays interagissent entre eux. Bon, mais parfois on peut avoir des choses assez graves dans le genre modification des frontières. En Irak, on a vu que c'est un pays qui est déjà divisé, mais aussi en Libye, en Syrie ou ailleurs. Voilà la Syrie. Bon, c'est un pays mosaïque. La Tunisie, ils ont quelques juifs. Bon, l'Égypte a ses Coptes, plusieurs millions, mais c'est globalement entre sunnites et les Coptes. La Syrie conserve l'histoire du Moyen-Orient. Allez expliquer, même à Mauritania, qu'est-ce que c'est un Yazidi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Allez expliquer la religion des Druzes, des Ismaélites et des Alaouites. C'est très compliqué. Pourtant, ce sont des musulmans. C'est pas moi qui décide qu'ils sont musulmans ou pas. S'ils disent qu'ils sont musulmans, ils sont musulmans. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Qui a dit que moi, j'ai choisi mon interprétation de l'islam? Ça, c'est inacceptable pour l'Arabie Saoudite. Parce que eux, ils savent que c'est le bon islam. Bon, il y a des minorités nationales aussi, c'est les Kurdes en Syrie qui ont un rêve, etc. Et les Kurdes de Syrie sont un peu particuliers par rapport aux Kurdes turcs et aux Kurdes d'Irak. Je dis toujours la blague. Ils rêvent qu'au Qamish, qui est juste là, soit Damas, et pas que eux, ils soient Erbil. Erbil, c'est toujours tribal. Damas, c'est la ville qui a accueilli tout le monde. J'ai rien contre les tribus. Mais je dirais les villes anciennes du Moyen-Orient, je dirais tenaient les tribus, faisaient des alliances avec les tribus. Mais pouvaient sortir aussi 15 000 cavaliers pour que si les tribus cassent les zones agricoles, pour qu'ils les empêchent de faire des réseaux. C'est de bonne guerre. Donc il y avait des équilibres entre les trois sociétés historiques. Bon, la Syrie est aussi très régionale. Pour ceux qui connaissent, Homs est là, c'est la ville où on fait du black belge. Hama est à 40 km. Ce sont deux villes qui se détestent depuis longtemps, qui ne se marient pas entre eux, indépendamment des religions. Damas est là, Alep est là. Moi, j'étais marié avec une fille d'Alep. Je dirais, c'est comme si je faisais un blasphème. C'est comme en Italie. Donc, il y a une mosaïque et religieuse, y compris les chrétiens, je dirais. On ne peut jamais marier une maronite avec une grecque orthodoxe. Ça n'existe pas. C'est un blasphème aussi. Donc, mosaïque religieuse, mosaïque ethnique et très grand régionalisme. Comment vous faites de la citoyenneté là-dedans? Bon, dans une ambiance qui a changé. Une des choses qui a conservé, qui a créé, bon, tout le monde doit s'y faire contre le nationalisme arabe, c'est facile, mais le nationalisme arabe n'aurait pas existé sans la question de la Palestine. C'est la blessure fondamentale, c'est la faute originelle. Or, il y a eu un imbécile, excusez-moi si je dis un imbécile, qui s'appelle Saddam Hussein, qui le jour où il y a eu une révolution en Iran, a déclaré qu'il faut envahir l'Iran avec le soutien de l'Arabie Saoudite, de la France, enfin je ne sais pas. Il a commis une erreur historique. Il a transformé le problème principal du Moyen-Orient d'un conflit israélo-arabe à un conflit sunnite. C'est catastrophique. On vit dedans et on aura besoin de beaucoup de temps pour en sortir. Il a détruit son propre pays pour ça, mais il est en train de nous détruire tous. On ne va pas résoudre un problème sunnite de 1300 ans aujourd'hui. Ça n'a pas de solution. Le prophète a dit les deux phrases, que celui qui rentre dans la maison de Abu Sufyan sera sauf, donc faire l'allégeance au chef de la Mecque, et il a donné aussi le pouvoir dans le petit catimini à Ali. On n'est pas juste de ça. Hein. Bon, ça c'est aussi pour les Kurdes, donc il faut qu'ils sont très présents, c'est la carte rouge. Ce qu'on oublie aussi, c'est que tout le monde parle de la stabilité de la Turquie et de son rôle. Bon, j'aurais fait ce même discours il y a un an. Tout le monde m'aurait rencontré avec le modèle turc. Regardez l'islam politique qui arrive et qui fait du développement.
Aujourd'hui, il est presque mort, le modèle turc. On oublie qu'en Turquie, il y a 20% de la population qui est alévite, comme les Alaouites en Syrie, hein, qui sont dans ces zones-là, qui ont une mémoire collective très forte. C'est eux qui ont fait la laïcité. La zone ici est remplie de Kurdes. Bon, le sionisme, l'Anatolie de profonde, etc., des gens qui ouvrent les écoles ici, vient surtout de ces régions-là, autour de Ankara. Or, le gouvernement, un peu frère musulman turc moderne, a joué dans la crise syrienne, pas seulement l'arrivée de tous les djihadistes à travers la frontière ici, mais aussi du feu avec son propre pays. C'est mortel. Pour la Turquie. Donc l'équation ancienne turque, enfin, ou d'Erdogan qui disait « je vais faire de l'islamisme et je vais rentrer en Europe », est cassée aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'une révolution? J'ai pris une position là au Qatar, à l'ATD, qui me vaut des amitiés historiques, au début de la révolution syrienne, et je maintiens ma position. J'ai dit ça. Il n'est pas admis que l'issue du printemps arabe, qui sera très difficile, soit une coalition entre les régimes despotiques du Golfe et l'Occident pour dominer des républiques en transition qui vont s'affaiblir pendant les transitions. Ça, ce n'est pas admissible. Hein? Donc, l'histoire durera ce que ça durera, et c'est comme ça. Alors, parce que il y a des choses étonnantes dans cette histoire. Qu'est-ce qui est arabe dans ces révolutions? On dit que le nationalisme arabe est mort. Pourtant, la propagation se fait d'une manière étonnante. Et chaque pays s'influence de l'expérience que vit l'autre pays. D'une manière assez forte. La Tunisie, je disais tout à l'heure, ne pouvait pas se passer sans ce qui s'est passé en Égypte. Le Bahreïn a repris la flamme aujourd'hui. L'Arabie Saoudite a laissé au Qatar de gérer la crise syrienne pour s'occuper du Yémen parce qu'il y avait je dirais, une forte interaction de population. Bon, il a suffi qu'il passe 3 mois à s'occuper de la Syrie pour que la situation au Yémen leur échappe complètement entre les mains. Les Houthis, les chiites minoritaires au Yémen, ont cassé Hajj, la plus grande tribu, ils sont rentrés à Sanaa. C'est inimaginable en d'autres périodes. Alors qu'est-ce qui est arabe dans ça? C'est une autre arabité des populations. Hein? Les gens en Syrie lisent ce que les gens en Tunisie font, communiquent par Facebook ou autre. C'est une autre arabité qui n'est pas chauvine, qui est beaucoup plus fondamentale, je dirais, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, etc. On est en train de découvrir un autre mode d'arabité. Alors la grande difficulté de ces révolutions, c'est que la transition, comme je disais tout à l'heure, va affaiblir considérablement les États. Bon, donc ça va donner des possibilités d'hégémonie. Or, les pays du Golfe, je le montrais tout à l'heure, ont énormément d'argent. Ils n'ont pas pu prendre des grandes sociétés en Europe, ni en Chine d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent? Il y a une tentative d'hégémonie réelle. Et moi, j'ai milité politiquement en Syrie, et le nombre de fois qu'un ministre saoudien ou qatari a levé le doigt qu'il va faire ça, c'est inadmissible. On leur a appris à lire et écrire l'arabe, ces gens-là. Donc, voilà. L'Europe aussi est en crise profonde et a besoin des pays du Golfe. L'influence du Qatar et de l'Arabie Saoudite sur un pays, même la France, tout le respect qu'on peut voir, est inexplicable par rapport à un pays qui défend les forces démocratiques. 5 personnes reçues, même si c'est un peu méchant, 5 personnes reçues à l'Élysée en août 2012. Donc, il y avait Burhan Alioune, il y avait un qui était un chef de milice des Frères musulmans, pas seulement un politique, un chef de milice. Pourquoi le président de la France reçoit un chef de milice des Frères musulmans? Voilà. Et puis, il y a la fameuse histoire, est-ce que les États-Unis s'intéressent au Moyen-Orient, se retirent du Moyen-Orient, etc. Ça, elle est plein de débats. Est-ce qu'ils sont intéressés à la stabilité de la région? Beaucoup de gens disent, pour l'histoire de la Syrie, que bon, finalement, ils laissent Al-Qaïda se battre avec le Hezbollah, et c'est d'autant mieux. C'est une vraie question.
Mais le monde arabe, c'est le rouge, il va être de la taille de la population européenne d'ici 2050. On va faire court. Et beaucoup plus nombreux que les Américains. L'explosion démographique, quelle que soit la diminution avec le développement de la courbe, de toute façon, il y a beaucoup de monde. Des pays comme l'Égypte, Turquie, Iran, l'Irak vont être de la taille de la France et de l'Allemagne en population. Ça, c'est les fonds souverains des pays arabes. Ils vont être de l'ordre de grandeur des fonds de pension américains, c'est-à-dire de la bourse, des bourses mondiales. Hein? Aujourd'hui, on estime à 3 000 milliards de dollars. Alors, pour $1 milliard, je vous achète tout ce que je voulais. Et puis, il y a toutes ces histoires de pétrole-gaz, etc. dans la région, dans lesquelles je ne veux pas répondre. Maintenant, je vais aller précisément plus sur le cas syrien. La révolution en Syrie est arrivée à cause de l'échec de ce qu'on appelait des réformes. Bon, Hafez al-Assad est mort, ils ont mis Bachar à sa place, qui n'était pas le fils le plus choisi, qui n'est pas très intelligent. La France y a contribué, puisque M. Chirac est venu aux obsèques pour l'intronisation. Bon, d'abord, il y avait un phénomène choquant qui a déclenché la chose, c'est que quand les Égyptiens ont chassé Moubarak parce qu'il voulait mettre son fils, les Syriens ont trouvé que eux, ils avaient fait quelque chose d'inacceptable. Ils avaient laissé le fils gouverner. Ils avaient honte. Les Égyptiens ne se révoltent jamais dans leur histoire. C'est le peuple le plus paisible de l'histoire. Or, et là, il n'a pas admis. Donc les Syriens plus fiers, ils ont dit, nous, on a accepté cet imbécile pour rester. Donc, l'histoire de mettre un fils dans une république a été un des phénomènes, je dirais, les plus bizarres de l'année 2000. Mais il avait promis des réformes. Il y a eu, dans la vague du discours du président, ce qu'on appelle le printemps de Damas, quelques intellectuels qui ont raconté des bêtises, etc., et qui pouvaient laisser, je dirais. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant, j'avais une grande affiche à Paris, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Cause toujours, c'est-à-dire dis ce que tu veux, je fais ce que je veux quand je suis au pouvoir. Bachar, il n'a pas compris ça. Donc il a emprisonné ces quelques intellectuels, qui n'étaient pas très méchants, et il en a fait des héros, il a créé un phénomène un peu, je dirais, qui aujourd'hui, il se retourne contre lui. Il a arrêté lui-même le printemps de Damas, c'est-à-dire l'espoir de minimum de réforme politique. Il s'est lancé avec une idée de dire on va faire l'économie sociale de marché, une invention allemande d'ailleurs, de terminologie, mais qui n'a rien à voir avec l'application en Syrie, et on va faire des réformes économiques avant les réformes politiques. Le système de Hafez al-Assad, c'était un capitalisme d'État. C'est-à-dire que les gens allaient dans les hôpitaux publics se faire soigner gratuitement. Le système de Bachar al-Assad, c'est un capitalisme des copains. C'est-à-dire que les hôpitaux publics, maintenant, il y a deux files. Celle qui est gratuite, qui est très longue, et celle des gens qui payent. Mais je dirais, je veux bien, mais si on ne fait pas un système de sécurité sociale, etc., à côté, ça explose. On a diminué, même en Syrie, le financement de l'enseignement public. Au moment où il y a le tsunami des jeunes, c'est criminel. Soi-disant parce que l'enseignement s'est dégradé, etc. Et puis on a contrôlé tous les secteurs de vente. En 2005, il y a la crise pour la sortie du Liban et la perte de l'influence régionale. Et puis en 2010, arrive le printemps arabe et Bachar al-Assad dit « Non, c'est pas pour nous, nous on est un pays cool, machin, etc. » Et entre 2011 et 2012, une révolution qui a démarré vraiment comme une révolution, à la limite une des plus belles dans les 6 premiers mois, est devenue une guerre civile. Alors juste pour cette histoire, que je passe rapidement sur mon frère, bon, à la défense de Bachar al-Assad, je ne suis pas un pro-Bachar, il y a eu quand même en 2003 l'invasion d'Irak, hein, pas seulement l'effet
des réfugiés, mais il y a eu aussi, je dirais, de la peur de Bachar el-Assad, se découvrant soudain voisin des États-Unis. Il y avait 300 000 Américains en Irak. Et ça, c'était pas facile à gérer. Il y a eu en 2006 la guerre d'Israël au Liban qui était très méchante. Il y a eu 1,5 million d'Irakiens, et puis il y a eu 2008. Alors les choses intérieures interagissent toujours avec les choses extérieures. Bon, puis la crise elle-même, 3 ans. 3 ans. Au début, c'était dans le sud, la zone de Gala Ahoran. Le pouvoir pouvait punir le monsieur qui a torturé les quelques garçons qui ont écrit « Le peuple veut le pouvoir » d'une manière blague, de faire une blague, pouvait punir le chef de la sécurité qui était son propre cousin qui les a torturés, à la limite en faisant un peu comme Dominique Strauss-Kahn, en lui mettant de menottes et de mettre... Il n'a pas fait. Il pouvait aller chez Dra et faire des excuses, comme on fait dans les tribus, et payer la digue. Il n'a pas fait. Son souci, c'était le pouvoir doit rester uni, et coûte que coûte, on va défendre le pouvoir. Donc il a joué, et tout le monde se souvient de ce premier discours de Bachar el-Assad que tout le monde a reçu comme une claque, où il a parlé de terrorisme alors qu'il n'y en avait pas, il a parlé de sectarisme alors qu'il n'y en avait pas, il a parlé d'intervention étrangère, il n'y en avait pas. Il a amené de son premier discours là où on est aujourd'hui. Mais après Dera, mars 2011 jusqu'à juin, la chose s'est propagée d'une manière très civique. Liberté et dignité. Les gens étaient vraiment unis et étaient dans l'ensemble de la région. Bachar a lancé des négociations locales qui ne pouvaient pas aboutir. C'est-à-dire qu'il prenait chaque ville qui se révoltait en disant « je vais vous faire », etc., et qui traitait comme un problème local, un problème qui est devenu national. Les gens se sont organisés, à la fois la société civile avec ce qu'on appelle les comités de coordination, et aussi les politiques avec ce qu'on appelle la coordination nationale pour le changement démocratique, ou qui regroupait la plus grande partie des forces politiques, sauf les frères musulmans et sauf l'un des partis communistes. Mais en juin 2011, il y a eu une tentative de dialogue national, d'ailleurs retransmise à la télévision, qui a échoué. Et là, la rupture avec la société civile était totale. Pourtant, je dirais, avec le CNCD, il y a eu le premier pacte, le premier document qui dit c'est une révolution et on va savoir où est-ce qu'on va, avec ce qu'on appelle le pacte de la dignité et des droits. Il y était écrit dans un pays comme la Syrie que la Syrie demain serait de telle façon que personne ne peut imposer une religion à qui que ce soit, ni empêcher quelqu'un de choisir sa religion. Dans un pays arabe, c'était très fort. Mais ce n'était pas de la vie de puissance. En Turquie, on a construit quelque chose qui s'appelle le Conseil national syrien, autour des frères musulmans et du Parti communiste et de quelques jeunes. Et on a créé une polémique où on dit on ne va pas renverser le régime, mais on veut créer un État à la place de l'État. Alors ça, c'est très compliqué. Alors c'est vrai que l'armée a 50% d'alaouites par rapport à toutes les autres, alors que les alaouites ne font que 15% de la société. Mais refaire une armée, ce n'est pas une chose facile. Et s'aliéner l'armée, c'est la chose la plus idiote que peut faire une révolution. La garde, je dirais, royale, qui est devenue la garde républicaine en France pendant la Révolution, s'est rangée avec les révoltés. S'aliéner l'armée, ça veut dire qu'une révolution se condamne à aller vers la guerre civile. Bon, on a promis à ces gens-là qu'il y aurait, on était en pleine période libyenne, on avait passé à cette époque la résolution du Conseil de sécurité qui a permis, au nom d'une non-fly zone, une intervention étrangère directe en Libye. Donc, ça se voyait que ce qu'on voulait construire en Syrie, c'est quelque chose à l'image de la Libye. Donc, on a marché dans la même logique que voulait Bachar. Et la Syrie a glissé vers le sectarianisme et la violence. Mars 2012, bon, en novembre déjà,
on a essayé, avec plusieurs forces politiques, notamment issues du CNCD, d'inventer quelque chose pour arrêter le flux de violence. C'est-à-dire, si on allait dans la violence, vous voyez qu'on allait tourner vers la guerre civile. Donc, a été inventée l'idée des observateurs, avec la Ligue arabe, des observateurs non armés. Ils sont restés 2 mois, il y a eu toute une polémique, en disant, ils ont raconté des choses qui sont des mensonges avec le pouvoir ou avec l'opposition, mais on s'en fout complètement. Leur rôle était juste d'être là pour que la violence n'explose pas. Après, on a monté aussi des observateurs internationaux qui étaient dans la polémique d'Al Jazeera, d'Arabia, complètement noyés. Donc en mars 2012, c'était l'armée libre. Donc c'était la résistance armée. Sans que ça soit jamais une armée. C'était de la résistance populaire, des villages, etc. Mais non politisée, non organisée. Il y avait des officiers qui commençaient à fuir parce que la violence se développait. Ils ont fui en Turquie, ils ont fui en Jordanie, mais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 3 ans après, ils sont cantonnés, ils ne font pas partie, sauf des cas rares, de cette fameuse armée. Et l'armée libre, c'était une couverture à la fois à ce que les gens dans chaque village, chaque contrée qui s'est révoltée prennent les armes pour se défendre contre l'armée régulière, et aussi à différentes forces djihadistes qui sont rentrées. Alors, la première, c'est en juillet 2012, pour lancer la bataille d'Alep. Alors, pendant que CNCD, Conseil national, etc., sous la pression internationale, essayaient de faire en même temps que l'accord de Genève 1, qui est l'objet des négociations, un pacte national qui est à peu près celui-là repris avec un compromis avec les Kurdes, avec les frères musulmans, mais toujours avec la même phrase qui est restée dedans, et une vision commune de la transition, alors que l'opposition politique s'occupait de ça au Caire le 3 juillet 2012, un fameux Liwa Tawhid, la brigade de l'unité de Dieu, etc., a lancé une bataille d'Alep et qui a abouti à la situation que la plupart de la zone nord du pays est aujourd'hui hors du contrôle du gouvernement. En novembre 2012, le Conseil national a échoué, on l'a un peu élargi en créant une coalition, qui aujourd'hui, une partie d'entre elles est en train de négocier Genève. Le leitmotiv de l'opposition supportée par des puissances, c'est pas de politique, pas de négociation, nous voulons simplement renverser le régime. Ce n'est que très récemment, et en décembre, que les Américains les ont obligés, ou une partie d'entre elles, à aller à négocier. Alors, révolte ou soulèvement? Bon, je répète la même idée, si elle n'apporte pas de valeur humaine, si elle est juste pour renverser un régime, ce n'est rien. Il y a eu des mouvements, des choses assez fantastiques chez les Syriens. On a fait une conférence à Istanbul. Et à un moment donné, une jeune fille de la Révolution leur raconte cette histoire comme se transparent et dit à Istanbul, nous, dans notre révolution, on a crié, nous sommes tous des Kurdes. Et cette phrase a déclenché un tollé chez les Turcs, incompréhensible. Dire en Syrie, nous sommes tous des Kurdes par solidarité, comme si on disait nous sommes tous de Hama, nous sommes tous de Homs, etc., passé normalement. L'interprétation dans l'imaginaire turc actuel, nous sommes tous des Kurdes, était un peu bizarre. Alors il y a eu des conflits comment dirais-je, à travers les médias qui ont joué vraiment un rôle néfaste, entre des slogans, entre des conceptions. Par exemple, une partie de l'opposition disait non à la violence, non au sectarisme, non à l'intervention étrangère, contre l'autre qui parlait nous sommes des uniques représentants du peuple. Comment ça? Il y a d'autres gens. Nous voulons la reconnaissance des puissances internationales en tant que représentants uniques. Nous voulons une zone d'exclusion, donc une logique d'intervention armée. L'autre bataille, ceux-là ils veulent renverser la dictature, alors que les autres ils veulent renverser, éliminer tous les symboles du régime. Qu'est-ce que ça veut dire tous les symboles du régime? C'est-à-dire y compris les boueurs dans les services de sécurité. Ça veut dire quoi les symboles du régime? Les uns disaient vers un état de liberté et d'égalité dans la citoyenneté, les autres disaient un état civique et démocratique. Alors avec
Moi, je trouve la première phrase plus claire. Qu'est-ce que ça veut dire un État civique? Rappelons Morsi, qui a demandé Dawla Madaniya. Or, le mot Dawla Madaniya en arabe peut dire État urbain, peut dire plein de choses qui ne sont pas bien définies. Donc c'est un espèce de slogan là, qui s'est collé depuis le début de la Révolution, qui n'est pas aussi précis que égalité totale dans la citoyenneté. Égalité totale dans la citoyenneté, il n'y a pas de démocratie sans égalité totale, sans citoyen. Les uns disaient priorité à l'organisation de l'armée libre. On ne peut pas appeler une armée sans qu'il y ait des officiers, etc. Et à la limite, c'est plus important d'organiser l'armée libre que de l'armée. Vraiment, là, on parle de l'armée avec des armes modernes, avec et d'autres parties de l'opposition qui disent Al-Nusra et la révolution, mais Daesh, l'État islamique de l'Irak du Levant, sont des extrémistes à la limite alliés du régime. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, pour quelqu'un qui connaît un peu les mouvements liés à Al-Qaïda, c'est de la bizarre. Enfin, Al-Nusra et ISIS, Daesh sont des deux mouvances d'Al-Qaïda. Très clair. La bagarre, c'est une bagarre d'émirs. Al-Zawahiri, il aime Al-Nusra, celle qui est alliée avec la révolution, mais il n'aime pas Daesh. Donc c'est... Alors que Al-Nusra est avec l'opposition contre le régime. Je dirais, une révolution, elle doit choisir son camp. Et parfois, il est important de se battre, même si on est en train de se battre sur deux fronts. On ne peut pas s'allier avec les extrémistes pour enlever un dictateur. On ne peut pas s'allier, quand on s'appelle la commune en France, s'allier avec les Allemands pour chasser le gouvernement tiers. Ça n'a pas de sens. Une révolution ne doit jamais taire les dérives. Autrement, elle devient comme le reste. La révolution, l'aspect révolution au Liban, pour monsieur l'ambassadeur qui a connu le Liban, l'aspect révolution au Liban a perdu cet aspect le jour où les forces dites révolutionnaires, islamo-progressistes, etc., ont fait d'amour, ont laissé passer le massacre de Damour. Vous êtes comme les autres. C'est fini. On a plongé dans la guerre civile. Il faut, si une révolution ne conserve pas la valeur, il faut qu'elle meure. C'est un peu dur de dire ça. Pour conserver la valeur, parce que la valeur reste sur l'histoire. On est en train de parler de l'histoire, pas de la politique quotidienne. Si elle se salit avec Al-Qaïda, elle devient comme Al-Qaïda. Alors on a versé la population dans la logique « Dieu, nous n'avons que toi ». On a promis aux gens qui se sont révoltés « Vous allez avoir l'intervention extérieure », elle n'est pas venue. Vous allez avoir des armes, ils ne l'ont pas eu. Donc, ils nous ont tous abandonnés et les gens ont viré petit à petit vers un certain islamisme. Ils ont viré vers un discours sectaire, à bas le régime alaouite. Il n'est pas seulement alaouite ce régime, il est plein de choses. Et de toute façon, ce n'est pas une révolution sunnite, c'est une révolution, comme je disais tout à l'heure, sociale, des campagnes, etc., d'une certaine catégorie. Et ça pose des problèmes, je dirais, on bloque. Si ça continue comme ça, il y a, entre la notion de citoyenneté et la reconnaissance de Ibn Taymiyyah comme docteur de la religion, qui est le fondateur des wahhabistes, une contradiction fondamentale. C'est ou la citoyenneté ou Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah déclare les alaouites renégats. Leur sang est licite, c'est-à-dire vous pouvez les tuer. Vous ne pouvez pas admettre ça dans un état de citoyenneté. Bon, ça j'ai parlé de la liberté de conscience, mais il y a aussi d'autres phénomènes, c'est entre l'arabité, la Syrie est très fière d'être arabe, mais les Kurdes aujourd'hui ont pris une réelle conscience nationale, et il faut le traiter le problème dans le cadre d'une décentralisation qu'on ne connaissait pas avant. J'ai parlé des médiations. Bon, quelques images. Dans ce conflit, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que la ligne au Liban, quand la guerre civile s'est déclenchée, il y a eu tout de suite une ligne de démarcation et ça se tapait dessus. Or, je vais montrer les régions contrôlées par le gouvernement, c'est les jaunes, ça c'est contrôlé par l'opposition, mais c'est même beaucoup plus compliqué que ça.
Alors là, le rouge est par le gouvernement, c'est différentes sources. Ça, c'est plus proche de la réalité. Ça, c'est par l'opposition. Vous voyez que la carte ici est assez floue. Alors, les batailles actuelles se passent à l'est d'Alep ici. Le gouvernement essaie de contourner Alep par le nord, donc casse cet axe-là, lancé par ordre des Américains une bataille contre cette frange d'Al-Qaïda. Daesh a repris la main et il contrôle à peu près toute cette région et il monte de Raqqa qu'il contrôle complètement jusqu'ici, jusqu'à Azaz. Tout ça c'est contrôlé par Al-Qaïda. Alors que les régions ici, je vais vous montrer tout à l'heure, sont contrôlées par des factions kurdes du PKK. Donc là, les grandes batailles se passent ici, autour d'Alep, et à la frontière syro-libanaise, là, un peu à côté de Damas, pour couper une route de ravitaillement entre le Liban et la Syrie. Voilà. Alors tout ça parce que c'est une mosaïque de population. La plupart des Syriens ne savaient pas qu'il y avait des Druzes ici, alors que c'est ça la montagne druze, qu'il y avait 2 villages chiites entre la zone kurde ici et Alep. Vraiment, quand on rentre dans le détail, c'est incompréhensible pour le commun des mortels. C'est pas le Liban où il y a 3-4 communautés à peu près homogènes dans leur terrain. Là, c'est vraiment la mosaïque. Et les 2 villes chiites, ici, c'est chacune 300 000 habitants, donc comme les autres. Et elles sont imprenables, alors qu'elles sont dans des zones complètement contrôlées par l'opposition. Bon, les zones de bataille, donc on se bat partout. Il n'y a pas de ligne de démarcation. Bon, une autre image. Alors ça engendre un des problèmes humains les plus catastrophiques depuis, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On se déplace partout, vers des pays étrangers, vers des zones libres, vers des zones de gouvernement. Comme je disais tout à l'heure, les gens d'Alep se sont pas mal déplacés vers l'attaqué ici. Pas mal de gens se sont déplacés vers des zones contrôlées par les Kurdes parce qu'elles sont assez stables. Donc 3 millions de déplacés à l'étranger, essentiellement au Liban, là, un pays de 4 millions d'habitants, donc un peu comme la Mauritanie, qui en a reçu 1,5 million. Et après, le tiers de la population est devenu syrien, ce qui pose des problèmes au Liban assez considérables. La Turquie en a reçu avec 400 à 600 000 pour une population de 80 millions, bon, ils peuvent tenir. La Jordanie a un problème. Bon, je passe ça. Un des plus grands scandales de l'histoire, c'est le camp de réfugiés où les Jordaniens ont mis les réfugiés syriens, enfin, la plupart des réfugiés syriens, c'est devenu la 3e ville de Jordanie. Le camp c'est à peu près ça, c'est-à-dire 8 km par 8 km. Ça, c'est son image de début en novembre 2012. Et ça, c'est son image maintenant. Alors, toutes les facilités sont là. Et le type, pour passer de là à là pour aller à l'école, il y a 4 hôpitaux seulement, enfin petits hôpitaux. Je parle Médecins sans frontières, etc. C'est une catastrophe humaine. Si on n'a pas vu ça, on n'a rien vu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui fuient, par exemple, de Jordanie pour trouver. Moi, on m'a appris qu'il y a des réfugiés syriens en Italie. Alors, y a-t-il une solution politique à la crise syrienne? Bon, y a-t-il d'abord une solution militaire? Il n'y a pas de solution militaire. Aujourd'hui, il n'y a que des seigneuries de guerre. Chaque région est alimentée par une puissance. J'ai cité les puissances qui alimentent, avec des milices locales qui ne sont pas organisées, très peu organisées. Donc, est-ce qu'on peut gagner contre le régime qui, quand même, a montré, lui, mais en plus avec ses alliés, je dirais une cohésion à toute épreuve. En plus, il a une base sociale. C'est-à-dire qu'il y a 20%, je ne sais pas, on peut estimer comme on veut, une base sociale avec lui. Quand un régime a une base sociale avec lui, on ne peut pas le battre. Et je dirais la base sociale, aujourd'hui, qui est avec le régime, a tendance à augmenter au lieu de diminuer. Alors c'est vrai que l'opposition a fait une bonne prestation à Genève 2, mais il y a 15 endroits qui ont fait des cessez-le-feu assez intéressants. C'est-à-dire, le régime a accepté que juste on fasse rentrer le drapeau avec 4 policiers, il a laissé des gens avec leurs armements.
dedans, hein, avec la condition d'arrêter. Bon, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de solution militaire parce que c'est une guerre de proxy, c'est-à-dire par Syriens interposés entre des puissances régionales. C'est clair que c'est une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc si on ne fait pas un deal entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça ne sert à rien pour les faire en 2 ou 2 temps. À la limite, moi j'étais content que des gens, moi ou d'autres, ne soient pas invités à Genève 2, parce que la frange de la coalition qui est allée, c'est la frange saoudienne, c'est même pas la frange qatari. Et le régime est pro-iranien, donc c'est les premières négociations indirectes entre les Saoudiens et les Iraniens. On sait un pas, ça ne va pas aboutir rapidement. En plus, la Syrie est devenue un hub de tous les djihadistes étrangers. On estime entre 15 et 30 000, tout ce qu'on a amené, comme Tchétchènes, etc., sachant que la plus grande partie, enfin le plus gros contingent est un contingent saoudien. L'Arabie Saoudite, enfin, après avoir envoyé ses djihadistes, maintenant se soucie du retour de ces djihadistes en Arabie Saoudite. Les Français aussi. Bon. Mais plus grave que ça, la Syrie a produit des djihadistes maintenant autant que ceux qui sont arrivés. C'est-à-dire le chaos est devenu générateur de djihadistes. C'est ce que Al-Akhdar al-Rahimi appelle la somalisation de la Syrie. Et ça, pas seulement Bachar est responsable. Les djihadistes sont rentrés de quelque part, avec le feu vert de certaines puissances. Donc il n'y a pas de solution militaire à ça. Mais il faut une solution politique extrêmement difficile. Est-ce que Genève 2 est-il d'abord? Genève 2 est basé sur un document qui s'est fait à Genève en juin 2012. La bataille d'Alep n'était pas lancée à l'époque. C'est-à-dire qu'on était dans un autre contexte. Bon, ça j'ai parlé de la négociation, et se pose la question, quel que soit le compromis qu'on fait, qui va garantir la stabilité du futur? Qui va garantir qu'on ne va pas continuer la guerre Iran-Arabie Saoudite dedans, ou à la limite, les conflits intérieurs entre le Qatar et l'Arabie Saoudite? On a fabriqué un front islamique par l'Arabie Saoudite là, je sais pas moi, en novembre dernier. Les Saoudiens, comme ils ne sont pas toujours réveillés, ils ont laissé filer, et les Qataris leur ont volé le truc 2 mois après. Bon, c'est des jeux d'idiots, on ne finira jamais avec ces trucs. Le principal problème aujourd'hui, pour passer à l'actualité, c'est l'échec de Genève 2, des deuxièmes pourparlers. Quand vous discutez avec les négociateurs de l'opposition, alors pas seulement le papier qu'ils ont présenté était d'une nullité totale, parce qu'il impose, il demande qu'il y ait un gouvernement avec autorité complète, ne serait français sans, pas un pacte national, mais uniquement aux résolutions du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'on place le pays sous mandat international. Non, il n'y a pas de solution de base. Le mandat international ne résout pas le problème entre Syriens. Et il demande que ce gouvernement fait entre le régime et eux, hein, cette frange de l'opposition, soit avec plein pouvoir, pas seulement jusqu'à l'élection d'une constituante, jusqu'à l'élaboration d'une constitution et son adoption par un référendum, et l'élection d'un nouveau parlement. En Tunisie, on a changé de gouvernement dès qu'on a élu une constituante. Je dirais que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est choquant. Qui a dit que cette frange de l'opposition plus le régime doivent gouverner pendant les 4 ans de la Syrie. Mais indépendamment de ce document, je dirais, avec l'échec des négociations, quand vous discutez avec cette frange de l'opposition, on leur dit quelle est votre stratégie? Ils vous disent nous voulons prouver que le régime ne veut pas négocier. Oui, mais on sait. Mais pour arriver à quoi? Nous voulons aller au Conseil de sécurité. Donc on retourne à la case départ en novembre 2012. Dans les discussions avec les Américains, quand ils nous ont dit qu'ils vont amener juste la frange saoudienne de l'opposition, je leur ai dit, mais en faisant ça, vous ouvrez la porte grande ouverte à Oslo, que les autres partis de l'opposition fassent un deal avec le régime, et que tout soit relayé, vous allez vous tomber avec l'opposition. Je pense que ce soit les Américains et les Russes jouent un jeu beaucoup plus subtil qu'on l'imagine.
beaucoup plus subtils qu'on l'imagine, et que leur grand problème n'est pas entre eux. Ce conflit-là n'est pas entre Russes et Américains. Ceux qui ont empêché l'intervention étrangère, à mon avis, ce ne sont pas les Russes, ce sont les Américains. Ils ne veulent pas d'intervention étrangère dans ce pays. Et le problème des deux, il est avec leurs alliés plus qu'entre eux. C'est-à-dire le problème des Russes et des Américains. Le problème des Américains, c'est avec les Turcs, avec les Saoudiens, avec les Qataris, avec les Français. Quel futur pour la Syrie? Dernier transparent. La formulation du futur. Qu'est-ce qui est commun en Syrie? Qu'est-ce qui peut réunir les Syriens aujourd'hui qui sont très divisés? La Syrie n'est plus comme, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'ont visité, n'est plus la Syrie quand je l'ai vu la dernière fois, ni que vous avez visité. Il est divisé, il est morcelé, les gens sont à bout de tout, et ils ont extrêmement peur les uns des autres, alors que la société civile est toujours très active. Mais qu'est-ce qui peut réunir les Syriens encore? Ce rêve de citoyenneté, la volonté commune de combattre tous les extrémistes? Je ne vois pas d'autre chose que la volonté de combattre les deux extrémismes. Voilà. Mais tout ça, ça pose des problèmes assez complexes sur qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que les ethnicités, etc. On est dans un problème difficile. Deuxième chose, l'État est assez épuisé. L'armée reste, mais quand même a perdu beaucoup. L'État a perdu aussi beaucoup de sa fonctionnalité, mais Bachar, c'est un dictateur sanguinaire qui est le responsable d'avoir amené la Syrie ici, a toujours joué de façon qu'il maintient les services publics. Là, dans les redditions qu'ils font dans certaines localités, si vous cessez le feu, on vous laisse les armes, etc., et on vous ramène l'eau, l'électricité, les machins. Et dès que c'est signé, il est là avec les bulldozers, il arrange tout. Ça leur coûte, avec les sanctions, énormément cher, etc., alors qu'ils n'ont plus de sous. Mais il veut, et ça c'est un peu la manière avec laquelle il joue, il veut montrer qu'ils sont l'État. Et jusqu'à maintenant, tout ce que la coalition a essayé de faire dans le Nord, dans les zones libérées, pour montrer qu'ils peuvent faire un minimum de semblant d'État, a échoué. Mais peut-on faire une démocratie sans conserver cet État? Alors cet État faible, je dirais toute personne raisonnable qui veut, y compris l'armée régulière, toute personne raisonnable qui veut laisser la Syrie entière a intérêt à le laisser. C'est extrêmement complexe, il faut le laisser. Ça pose des problèmes, punir ou réconcilier. Jusqu'où on va punir ceux qui ont créé tout ça, mais de deux côtés. Tout le monde a baigné dans le sang. Qu'est-ce que c'est la justice de transition? Il y a eu un document qui s'appelle The Day After, qui voulait légaliser les tribunaux révolutionnaires, qui sont aujourd'hui des tribunaux islamiques. Dans un État où c'est vrai que l'islam est une des bases de droit, mais ce sont des tribunaux civils qui font les choses. C'est extrêmement complexe. Préserver la souveraineté. Bon, la Syrie est aujourd'hui un pays extrêmement faible. L'Égypte aussi, enfin la Tunisie aussi. Mais la Syrie est extrêmement faible. Qu'est-ce qui empêche que, parce qu'il y a une bagarre entre l'Irak et la Turquie, pour donner un exemple différent, ou entre deux factions libanaises, qu'il y a plein de bombes qui explosent dans la Syrie demain. J'ai eu un moment, une discussion avec le Premier ministre irakien d'aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi vous prenez une position avec Bachar al-Assad, etc. Pourquoi vous ne faites pas au minimum des choses humanitaires pour les deux camps? Il m'a dit, mon vieux, tu n'imagines pas. Moi, j'ai 15 bombes à Bagdad tous les jours. Je ne sais pas qui les commande. Je ne sais pas si c'est les États-Unis, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Je ne sais pas qui les commande. Et qui préservera ça pour la Syrie demain? C'est-à-dire, une des craintes des Syriens, c'est que l'avenir après Bachar soit l'Irak d'aujourd'hui. Autre problème, presque la moitié de la population a été déplacée,
Ça veut dire quoi, retour des déplacés et reconstruction? Comme je disais tout à l'heure, la plupart des gens qui sont partis et qui sont révoltés des zones détruites sont des zones illégales, construites un peu n'importe comment, etc., qui aujourd'hui ont subi plein de dommages. On ramène les gens dans les mêmes favelas, on leur dit reconstruisez alors que les services publics ne marchaient pas, ou on fait un schéma d'aménagement du territoire. C'est extrêmement complexe. L'histoire du retour des déplacés. Est-ce qu'on fait un schéma de la libanaise, là, après la reconstruction, où les chefs de guerre profitent de la manière de faire la reconstruction et ne font rien? Donc, est-ce qu'on laisse chaque région profiter d'un pays pour se faire reconstruire? On fait un schéma de reconstruction nationale. Ça aussi, c'est, je dirais, quand on parle de Genève, etc., une des choses essentielles pour parler du gouvernement de transition, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il fait, ce gouvernement de transition? S'il ne s'attaque pas à ces problèmes-là, c'est qu'il raconte n'importe quoi. Ce n'est pas pour partager le pouvoir entre des gens qui vocifèrent à la télé. Mais, dernière phrase, il n'y aura pas de retour en arrière. Assad ne pourra jamais gouverner la paix. Il ne peut plus se promener comme il se promenait à Damas avec son épouse, très gentille, etc. Il sera tué. Le dernier, en Syrie, en 1953, un président a osé bombarder une région. Il a quitté le pouvoir, il est parti au Brésil, il y a quelqu'un qui est allé l'assassiner au Brésil. Je dirais de la mémoire collective, il ne pourra jamais gouverner. C'est fini. Donc moi, je n'ai pas peur que Assad, dans une solution politique, puisse gouverner à longtemps. C'est pas ça. Mais la coalition ne pourra pas, je dirais, gouverner non plus, à mon avis. C'est-à-dire, populairement, il est refusé. L'image populaire, vous êtes en train, dans les hôtels, etc., alors que nous, on est en train de souffrir. Vous avez apporté quoi? Et même s'ils apportent une solution politique, ils seront refusés. Voilà. Alors, quand il y aura une paix, je dirais, alors, qu'est-ce qui nous attend dans la phase prochaine? Le mois, ou les 2 mois à venir, vont décider l'une des 2 voies. Certains théoriciens des guerres civiles disent la durée moyenne des guerres civiles, c'est 10 ans. Là, on n'est que 3 ans. Non, on en a pour 7. Et alors que la société syrienne est extrêmement à bout, mais complètement à bout. Je dirais, je dis une phrase toujours très dure. La barbarie existe chez nous. On a vu des images dans la guerre civile très dures, de gens qui se sont coupés la tête, etc. Mais l'humanité ici aussi. L'effort que font les gens pour recevoir les Irakiens qui sont toujours en Syrie, pour avoir les Palestiniens qui sont toujours, pour se soutenir eux-mêmes. Jamais une société n'aurait pu, sans aide extérieure, tenir aussi longtemps. C'est formidable. Et ce sont les gens qu'on appelle les mous, la zone grise de la population, etc. C'est eux qui portent la chose. Alors que très peu de pays, y compris en Europe, reçoivent des réfugiés. Je dirais quand on a un reçoit 1000, il en fait un ramdam, alors que le nombre de déplacés, c'est 3 millions. L'humanité est de l'autre côté de la Méditerranée, elle n'est pas en Europe. Donc, on a où cette continuation encore s'étend par la guerre, un peu comme au Liban, notamment si on ne résout pas le problème saoudo-iranien, qui est un peu difficile à résoudre, ou bien il se passera quelque chose du fait que cette population est à bout, et que, je dirais, des forces iront faire un compromis qui n'est pas le plus idéal, mais qui au moins arrêtera la guerre. Tout ce que je vous raconte, c'est dans l'esprit de tout le monde. Et du moment qu'on l'a fait rentrer dans l'esprit des gens, ça ne sort plus. Ils ont rêvé de liberté. Si la liberté n'arrive pas sous Bonaparte, elle viendra après. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de, je dirais, de sauver, de mettre la priorité quelque part. Est-ce que la priorité, c'est de faire gagner aujourd'hui une coalition, ou la priorité, c'est de sauver le pays? Bon, pour pas mal de gens comme moi, la priorité, c'est de sauver le pays. Pas à n'importe quel prix, mais c'est de sauver le pays. Merci beaucoup.